Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Accelor Open Talk. Je suis Thibaut Suppinger et ensemble nous allons explorer les défis, les innovations mais aussi les tendances qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Au programme de cet épisode, comment conduire avec sérénité un projet informatique, même les plus complexes. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Chicly. Bonjour Christophe, merci de te prêter à l'exercice. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Bonjour Thibaut. Alors, Christophe Chicly, voilà, je suis directeur de projet chez Accelor. J'ai été de formation en mécatronique, ingénieur en mécatronique, mécanique, électronique, informatique, automatique. J'ai fait un peu de développement dans ma jeunesse. Voilà, passionné de robotique, d'automobile. Je suis parti, donc j'ai fait du consulting dans différentes boîtes. Aussi bien des industries que des bureaux d'études. J'ai travaillé dans la qualité, dans l'aéronautique, voilà, et ça m'a amené à de la gestion de projets informatiques, des ERP, puis de la direction de projet au sein d'Accelor. En tant que directeur de projet du coup au sein d'Accelor, ta journée type en quelque sorte, ça ressemble à quoi ? Ma journée type, déjà, c'est de regarder. Bah, je suis de loin les projets qui me sont affectés, notamment les chefs de projet plus en particulier. Donc, c'est vraiment plutôt de la gestion de projet, de l'écoute, du suivi, de la résolution de problèmes, que ce soit en termes de ressources ou techniques. Euh, voilà, de l'organisation au global, beaucoup d'organisation, de communication également. Tu penses qu'il faut quel type de qualité ou de compétences en tant que directeur de projet ? Je pense qu'il faut avoir une vision à 360, être vraiment à l'écoute de ses collègues, de ses clients, ses prospects, être très rigoureux, organisé, hein, capable de prioriser, prendre des décisions aussi, du coup. Oui, et puis planifier, avoir cette vision de planification, parce que gestion de projet, c'est énormément de planification. J'imagine aussi que, tu en as parlé, il faut prendre des décisions, résoudre des problèmes. Tu dois avoir tout un focus sur la partie malheureusement problème et écoute des besoins. Oui, ouais, oui. Et la première chose, c'est vraiment d'essayer de qualifier les problèmes ou les besoins pour identifier s'il s'agit la criticité en fait du problème. Est-ce que c'est vraiment un problème sur lequel il faut absolument réagir très vite, ou c'est un problème finalement on a un moyen de contournement, on a des solutions où c'est peu impactant. Essayer de mesurer ces éléments-là pour justement pouvoir prioriser les besoins, parce qu'il peut y avoir beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes, et il faut faire le tri entre ce qui est vraiment important, ce qui peut attendre sur le moment. Il y a une méthodologie pour faire ce tri ou c'est basé sur l'expérience justement ? Alors, il y a souvent des méthodologies, hein. On vient un peu mesurer en fait les effets. Donc, on vient essayer de qualifier les effets. Donc, est-ce que c'est un effet critique ou pas? Est-ce que ça bloque la solution? On vient également identifier s'il y a des process si on peut y déroger, si on peut euh, bypasser la problématique, donc si on a des moyens de contournement finalement. Et puis, on va aussi essayer d'évaluer l'occurrence, un peu comme la gestion de criticité, de risque, en fait, pour essayer d'évaluer cette criticité. Donc, si c'est un process hyper standard, hyper récurrent, c'est sûr qu'on a même un petit problème peut tout de suite devenir important. Par contre, si c'est un problème qui n'est pas si récurrent, dont l'impact est modéré, ben, on peut peut-être y travailler et essayer de donner un peu plus de temps pour apporter les bonnes réponses. Quand tu présentais ton quotidien, tu parlais aussi du coup de l'écoute des besoins. J'imagine qu'il y a tout un versant, pas simplement fonctionnel, mais humain aussi. Est-ce que tu peux détailler un peu justement la manière dont tu gères l'humain à côté de la technique ou en même temps ? Ouais. Alors moi, j'essaye beaucoup d'être factuel. Euh,
j'essaye d'être... En fait, c'est beaucoup de l'observation pour l'humain. Alors, c'est vrai que ce qui aide pour le coup, c'est d'être en présentiel ou quand à distance, ça va être de mettre la caméra pour essayer de sentir si l'interlocuteur en face de moi est dans quel état émotionnel est l'interlocuteur en face de moi. Euh, et si elle est énervée, si elle est en burn-out, enfin limite de burn-out, si elle est stressée en fait. Si, voilà. Donc en fonction de ça, on va avoir une posture un peu différente, on va s'adapter. Euh, le but, c'est évidemment d'optimiser les ressources et de ne pas les perdre du coup. Donc ça, c'est beaucoup d'humain et j'ai envie de dire, ça va être plus de l'expérience, peut-être des sujets sur la matière. Euh, ouais, il peut y avoir des livres qu'on peut lire pour essayer de se former, mais ça va être beaucoup de pratique essentiellement. Bref, rien ne remplace l'expérience en fait. Il y a très peu de directeurs de projet jeunes, c'est ça? Oui, pour l'instant, il y en a très peu. Quoi que ça a tendance à, quand même, je trouve, ça dépend des entreprises, mais l'âge peut descendre. Ça fait combien de temps que tu es directeur de projet? Ça va faire 2 ans. Oui, quand même. Et du coup, est-ce que tu as pu observer des évolutions dans ton poste, des attentes justement des clients? Oui, oui, oui. Les clients, en fait, sont de plus en plus au fait de nouvelles technologies, notamment les particuliers. On a tous des applications sur son téléphone qui nous permettent de nous simplifier la vie, hein. Que ce soit, on le voit avec l'IA dernièrement, on le voit également avec la reconnaissance visuelle, on le voit avec la reconnaissance aussi du langage. Euh, et évidemment, quand on voit que la technologie existe, ils souhaitent l'avoir dans les solutions qu'on peut mettre à disposition dans le côté professionnel. Et, euh, et c'est pas toujours aussi simple que dans le côté particulier parce que le professionnel, il y a beaucoup plus d'impact. Souvent, on a une base de données qui est beaucoup plus grande, avec un historique, euh, et il faut pouvoir traiter ces éléments-là. Il faut également pouvoir, quand on met en place une fonctionnalité, s'assurer qu'elle est compatible avec le reste. Et quand on est sur une solution type un ERP, assez transverse, avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de métiers concernés, des achats, de la prod, de la finance. Ce type de solution, il faut la mettre en œuvre avec beaucoup de... euh, peut-être mise en œuvre, mais avec beaucoup de tests auparavant, et ça prend un certain temps du coup. Ça ne se met pas aussi rapidement peut voir, euh, ce qu'on peut voir sur les solutions plus restreintes. En gros, ce que tu dis, c'est que on est tous des utilisateurs professionnels, mais aussi du coup des particuliers, et que notre expérience de ce qu'on appelle du B2C va rejaillir en fait sur les attentes dans le B2B, du type j'ai vu que Uber c'est très intuitif, je veux quelque chose d'aussi intuitif, une belle application et un beau design comme pour telle fonctionnalité que tout le monde utilise effectivement au quotidien. C'est un peu ça. Exactement. On s'attend de plus en plus, du coup, on est de plus en plus exigeant, et pour le coup, ça va très vite également. Mais mettre en place ce type de fonctionnalité, voilà, une fonctionnalité très précise dans un environnement très particulier, très simple, est beaucoup plus facile que dans un environnement beaucoup plus vaste. Et, euh, et donc ça, oui, les utilisateurs ne s'en rendent pas forcément compte à première vue. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Tu parlais de tes interlocuteurs qui des fois étaient stressés, en colère, à la limite de burn-out. On est d'accord qu'un projet informatique, il y en a de toutes sortes, mais c'est un projet qui est extrêmement critique la plupart du temps, qui est extrêmement chronophage et qui peut mettre les équipes vraiment sous pression. L'idée justement de ce podcast, c'est de donner les bonnes pratiques, au moins pour les premières étapes, pour gérer un projet informatique. On dit qu'un cahier des charges, c'est vraiment la première étape d'un projet réussi. Est-ce que tu confirmes justement cette importance du cahier des charges pour y arriver sereinement? Complètement. En fait, le cahier des charges, c'est également un exercice en interne, un exercice pour déjà centraliser tous les besoins dans un document, partager les besoins entre les différents métiers de l'entreprise. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein. Notamment une fois qu'on a exprimé tous ces besoins, il y a une priorité à mettre.
et tout le monde ne va pas être d'accord sur quelle priorité mettre sur tel besoin. Évidemment, chaque métier va essayer de défendre son bout de pain. Et c'est là où il est important, en fait, d'exprimer, d'avoir une vision partagée et globale. Et donc ça, c'est aussi un outil de communication en interne, finalement, pour les prospects. Ça leur permet justement de mettre sur le papier tous les besoins, montrer qu'on les a entendus, parce que c'est également bien, ça fait partie de la conduite du changement, de faire intervenir les métiers et pour leur montrer qu'on les a entendus, mais leur faire comprendre qu'il y a aussi des choix à prendre et que c'est pas parce que leur besoin n'est pas mis au niveau de top priorité que, qu'il n'est pas pris en compte. C'est juste qu'il ne sera pas pris en compte dans le même délai. C'est-à-dire qu'on va prioriser d'abord les premiers besoins, les must-have, puis ensuite les nice to have, les besoins seront réalisés une fois que tous les must-have auront été faits. Comment on procède justement à cette distinction? Enfin, j'imagine que tout le monde imagine qu'il doit avoir que des must-have. Comment est-ce qu'on arrive à prioriser et dire que certaines choses sont un peu des nice to have et que du coup c'est pas forcément obligatoire? Moi, j'ai un peu ma méthode, j'ai tendance à le faire comme si c'était des risques. C'est-à-dire qu'en fait, on évalue les effets du besoin, donc ce que ça apporte. On évalue également l'occurrence du besoin. Est-ce que c'est un process récurrent? Est-ce qu'on le fait tous les jours? Est-ce qu'on le fait une fois toutes les semaines, une fois tous les mois ou une fois tous les ans? On va évaluer éventuellement s'il y a un moyen, si c'est un besoin, par exemple, d'automatiser des tâches. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire manuellement dans un premier temps? Est-ce qu'il y a un moyen de contournement? Tout ça, donc, différents. Vous voyez, là, il y a 3 critères. Souvent, moi, je les note on peut les noter de 1 à 3. On peut faire aussi, il y en a qui le font de 3 en 3, donc 3, 6, 9. Et puis, on vient les multiplier les uns avec les autres ou les additionner au choix de différentes façons. Le but étant d'avoir une criticité au global pour pouvoir essayer d'ordonner tous les besoins et donc de les prioriser. Et on peut décider qu'au-dessus d'un critère, ben, ce sont des must-have, en dessous, c'est des nice-to-have. On peut le faire aussi fonctionnellement, considérer que si on n'a pas de moyens de moyens de contournement, bah, c'est nécessairement des must-have, par exemple. Il faut pouvoir faire cette fonctionnalité-là. Et puis s'il y a un moyen de contournement, bah, à ce moment-là, c'est un nice to have. En fait, les méthodes sont un peu au cas par cas, ça va dépendre vraiment de l'entreprise. Ce qui est primordial, c'est vraiment de prioriser, de pouvoir, parmi tous les besoins, essayer de les catégoriser pour que on s'assure de traiter ce qui est le plus important en premier. C'est le plus grave souvent, c'est qu'on va traiter des fois un peu le superficiel, mais le fond n'est pas traité. Et quand on arrive à la fin du budget, ben, la solution est presque inutilisable parce que le fond n'a pas été traité. Ok. Tu expliquais que pour construire un cahier des charges, en fait, on réunit autour d'une table différentes parties prenantes, au moins au sein de l'entreprise. Et si jamais il y a des demandes contradictoires, comment on fait pour réussir à les régler, déjà à les identifier, et ensuite à donner ce besoin de cohérence? Alors là, pour les identifier, je pense que le plus simple souvent, c'est de travailler plutôt que de travailler par métier, des fois travailler par flux. C'est-à-dire, par exemple, on traite un flux de bout en bout. On a une commande. La commande, elle va générer du coup un ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, derrière, on va s'en servir, on va pouvoir le livrer. On va le livrer au client et puis ensuite, on va facturer. Peut-être en travaillant sur ce flux, on va avoir des besoins des métiers à différents passages du flux, mais donc c'est vraiment des besoins multimétiers finalement. Donc sur la commande, typiquement, bah, presque tous les interlocuteurs peuvent être intéressés. Il va y avoir un interlocuteur plus principal qui vont être les ventes, mais la production va être intéressée parce qu'elle a besoin aussi d'avoir des éléments de la commande sur ces ordres de fabrication et ainsi de suite. Donc,
j'aurais tendance à essayer de travailler par flux et de se mettre d'accord sur du coup, le flux, comment doit être traité le flux, et pas travailler métier par métier. Ça permet en fait de travailler sur les interconnexions entre les différents métiers. Ok, non, c'est très clair, effectivement. On va essayer de rentrer encore plus dans le vif du sujet. Un cahier des charges, qu'est-ce qu'il doit contenir? Est-ce qu'il y a des passages obligés pour le construire? Oui. Alors, pour moi, il y a une grosse partie, une première partie. D'ailleurs, un cahier des charges, en général, je le visualise bien comme un entonnoir. Donc, au départ, il doit présenter vraiment la base, et au fur et à mesure, on précise, on rentre dans le détail. Pour moi, la base du cahier des charges, c'est déjà d'identifier l'entreprise, le besoin, euh, la stratégie de l'entreprise. Sur la stratégie de l'entreprise, en fait, le but du cahier des charges derrière, en général, c'est de le fournir, le transmettre à un potentiel fournisseur, voire partenaire, et qu'il y réponde. Et donc, pour cela, il saura mieux y répondre s'il il comprend bien le contexte de l'entreprise, ce qu'elle fait, comment elle travaille, quels sont ses objectifs à court, moyen, long terme, la stratégie en fait, pour pouvoir lui proposer des solutions qui lui semblent plus opportunes dans ce contexte-là. Donc c'est vraiment déjà définir l'entreprise, le contexte, tous ces éléments-là. La deuxième chose après, c'est d'écrire évidemment le besoin concrètement. Donc ce qu'on a dit, ce qui a Est-ce que fait tu peux office justement des différentes. détailler? Parce que tu parles beaucoup, effectivement, enfin ça revient souvent dans ton propos, le besoin, l'écoute du besoin. Finalement, c'est quoi un besoin au sein d'une entreprise? Alors, le besoin d'abord, en fait, c'est jusqu'où on va dans le besoin. Le besoin, l'idée, c'est d'avoir un besoin déjà macro, de définir ce que l'on souhaite faire, le cadre, euh, le périmètre, toutes les activités. Et ensuite, on peut rentrer dans, c'est un peu comme un processus, hein, les besoins, on peut rentrer, donc il y a le macro-besoin, puis on peut rentrer dans ce macro-besoin et venir le détailler, les micro-besoins, les plus petits besoins, et venir les préciser. Tu penses qu'il faut quel degré de précision pour un cahier des charges? Faut absolument tout détailler ou en rester un peu à l'esprit du besoin? Je pense que de toute façon, même si on souhaite tout détailler, en fait, le problème de vouloir tout détailler, c'est qu'on va y passer un temps fou. Et que malgré le fait de vouloir tout détailler, on on n'aura pas pensé à tout. C'est un peu comme quand on spécifie derrière le besoin, on le transcrit derrière pour les développeurs. On vient réaliser une spécification. On pourrait passer 2 fois plus de temps à réaliser la spécification, mais on ne va pas toujours avoir à penser à tous les impacts de cette spécification sur son environnement. Et, euh, et du coup, il faut trouver le bon ratio entre le temps investi pour la rédaction de ce besoin et la valeur ajoutée de ce besoin. Et donc, pour moi, euh, il- c'est plutôt définir l'esprit. Quand on est au niveau du cahier des charges, c'est définir l'esprit. Après, si on souhaite se couvrir sur telle ou telle fonctionnalité, parce que c'est un must-have, on peut très bien rentrer un peu plus dans le détail et essayer d'être plus spécifique sur certains éléments, de façon à ce que si jamais on souhaite se couvrir d'un point de vue légal, ça ça fasse office de couverture finalement. T'as lâché le mot et du coup ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a une valeur légale à rédiger un cahier des charges? Est-ce que c'est engageant pour la partie prenante qui va prendre le projet ou ça reste une feuille de route indicative? Ça peut l'être, ça peut être engageant, oui, oui, tout à fait. En fait, si ce cahier des charges, et souvent en fait, suite à cette consultation, on aboutit sur la signature d'un contrat. Si ce contrat mentionne ou joint en annexe le cahier des charges, il peut tout à fait avoir du coup, une valeur légale. Euh, la seule limite que j'y vois, c'est si le cahier des charges n'est pas suffisamment précis, justement, euh, eh ben, il ne va pas couvrir grand-chose. Je donne un exemple. Si on dit je souhaite avoir un ERP qui gère des stocks, la notion de gérer des stocks n'est pas claire. Il ne Hmm. suffit pas d'écrire une ligne dans un cahier des charges pour se couvrir. Par contre, si je veux que mon ERP puisse
recevoir des stocks dans différents emplacements, voilà, on rentre un peu plus dans le détail. Voilà. Il faut rentrer suffisamment dans le détail de ce qui est attendu concrètement, et ça permet d'être beaucoup plus engageant légalement. Des fois, on croise le terme cahier des charges, des fois, on croise le terme expression de besoin. C'est des termes qui sont équivalents ou il y a une vraie différence derrière? Il y a une vraie différence pour moi, en tout cas. Le cahier des charges, c'est vraiment un document dans lequel on met tous les éléments de contexte qu'on n'a pas dans l'expression de besoin. Le cahier des charges, limite, ça va être un rassemblement d'expressions de besoin, mais auquel on ajoute aussi un contexte qui va être l'entreprise, qui va être dans quelle situation. Euh, J'en ai parlé du contexte, mais par exemple, si vous êtes s'il y a un plan social, on va le préciser dans le cahier des charges pour avertir le prestataire. On ne va pas l'écrire dans l'expression de besoin, parce que l'expression de besoin, elle est vraiment focus sur le besoin. Et voilà. Donc pour moi, il y a une vraie différence. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. C'est des outils complémentaires, mais le cahier des charges donnera des éléments de contexte que ne donneront pas l'expression de besoin. Ok, donc il existe vraiment une différence effectivement entre l'expression de besoin, c'est pas des termes qui sont forcément remplaçables. Ils peuvent être assez proches, mais ils ont une vraie différence. Le cahier des charges, est-ce que c'est avant tout un outil de communication? C'est un outil technique? Il a plusieurs facettes justement. Ouais, il a plusieurs facettes, le cahier des charges. Pour moi, c'est à la fois un outil de communication, comme je l'ai dit. En fait, généralement, justement, on n'écrit pas ses besoins tout seul dans un coin ou son cahier des charges. On va l'écrire en prenant en compte les besoins de chaque métier. Oui, donc le cahier des charges, c'est un outil qui permet aussi de faire de la conduite du changement, justement. Euh, c'est un outil également technique, parce qu'au-delà du fait de communiquer et de transmettre, il transmet des informations, en fait. Il transmet des éléments. C'est aussi un outil légal, comme on l'a déjà dit. Donc pour moi, voilà, il a plusieurs facettes, et c'est pas que de la communication ou du technique. Il y a aussi un aspect commercial. Souvent, après, derrière, justement, on aboutit sur aussi un devis, hein, une évaluation de ce cahier des charges. Donc, il y a aussi une facette commerciale, donc suivant ce qu'on va mettre dedans. Ça peut plus ou moins impacter. Il peut y avoir aussi du service qu'on précise, la maintenance, voilà, la façon dont on souhaite être hébergé euh, pour les projets informatiques, en tout cas. Dis-moi si je pousse un petit peu ton raisonnement, mais j'ai l'impression en t'écoutant que en fait, le cahier des charges, c'est un objet extrêmement stratégique, donc avec beaucoup de facettes, mais qu'en fait, il écrit noir sur blanc la stratégie de l'entreprise. C'est peut-être sa partie la plus importante. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un outil stratégique pour l'entreprise aussi, pour définir ses objectifs? T'en parlais de moyen et long terme, même court, moyen et long terme en fait. Complètement. Oui, oui. Et d'ailleurs, il faut qu'il soit en phase avec ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un des éléments importants à mettre dans le cahier des charges, souvent la stratégie de l'entreprise, parce que si ce n'est pas le cas, on risque de proposer une solution qui ne soit pas du tout en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Donc c'est hyper stratégique, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles souvent c'est un document aussi qui est confidentiel. Donc on va signer des NDA, hein, Non-Disclosure Agreement, pour ne pas justement transmettre ce cahier des charges, parce qu'il y a une partie de l'intelligence de l'entreprise dans ce cahier des charges. Donc oui, c'est un outil complètement stratégique. Et tu as implémenté plusieurs ERP, tu as géré beaucoup de projets IT, tout périmètre confondu. De ton expérience, quels sont les principaux objectifs justement qu'une entreprise va se fixer dans l'installation d'un ERP? Il peut y avoir plusieurs objectifs, hein. Bon, on ne va pas se mentir, souvent le premier, on va parler de gains en termes de coûts. Donc souvent, ça va être la suppression de tâches sans valeur ajoutée, notamment de la saisie souvent. Mm. Donc supprimer de la saisie. Ça peut être aussi avoir un nouvel outil de pilotage, donc mettre en place de l'analyse de données, notamment graphique, Des avec tableaux de de la bord par BI. exemple?
Ça peut être également de centraliser les données pour ça, en amont. Même en termes de formation, si on a plusieurs outils, bah, ça permet de centraliser du coup l'utilisation d'un seul outil, de former les personnes sur un seul outil, euh, de s'assurer que ces process ne soient pas perdus, hein, parce que bon, on est dans des entreprises, le marché de l'emploi, il varie, les interlocuteurs peuvent partir à la retraite ou partir tout simplement, et il faut pouvoir les remplacer. Si ce qui permet de gérer un métier est dans un fichier Excel, bah, souvent c'est plus difficile de se l'approprier. Personne ne sait comment il fonctionne, surtout s'il y a de la macro derrière. Personne n'est capable de le mettre à jour. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est aussi de tout recentraliser au niveau de l'entreprise, les flux métiers, les choix. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Du coup, tu penses que la mise en place d'un ERP, c'est un remède un peu miracle contre le shadow IT et justement cet éparpillement des fonctionnalités? Ça peut y aider, oui. Ouais, ouais, complètement. Alors, remède magique, je ne sais pas. Non, je me doutais que tu me Mais retoquerais sur miracle. miracle, pardon. Ouais. Euh, je, ah, En tout cas, ça peut complètement y aider. On peut également, enfin, c'est là où Accelor est pour moi très fort, c'est qu'il peut aussi le permettre d'une certaine façon à certaines personnes avec sa flexibilité, son no-code et low-code. Mais ça, c'est des droits qu'on attribue. Euh, du coup, ça nous permet de maîtriser ces aspects-là. Euh, c'est une solution. Je crois que oui, le RP y participe grandement. Après, le but, c'est également plutôt de former les gens à une techno et que tout le monde puisse bénéficier de cette techno. C'est un autre avantage, c'est-à-dire que si on commence tous à développer en low-code, no-code, à pouvoir personnaliser et que ces données, on puisse les analyser entre différents métiers et bénéficier chacun des apports de l'autre en direct, bah là, on commence à s'approcher de quelque chose de beaucoup plus dynamique et donc qui apporte des résultats plus rapides et efficaces, quoi. Donc tu penses que la révolution du low-code, comme l'appelle Gartner, est vraiment en train de modifier et d'impacter le marché des ERP? J'y crois en tout cas, ouais. J'y crois. Et je pense que de donner le pouvoir, oui, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Tout le monde n'en sera pas capable, mais les personnes qui en seront capables vont pouvoir faire cette transformation, cette révolution. Je te propose de passer à un gros morceau, un peu en guise de conclusion. Comment définir le périmètre du projet? À quel moment ça intervient, cette définition? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Et est-ce qu'il y a des méthodologies pour réussir à définir le périmètre d'un projet? Oui, oui, alors il y a des méthodologies. Souvent, ça passe par des ateliers, hein, la plus classique, on va dire. On passe par des ateliers de définition. Souvent, on fait un état des lieux déjà de l'existant, c'est la première chose. Et puis derrière, des besoins de chacun des entreprises, de chacun des métiers, pardon. Et derrière, on essaye de tout mettre en ordre, euh, de remettre les éléments cohérents entre eux. On essaie d'identifier les incohérences, les incompatibilités éventuellement, Hmm. euh, et ben, essayer de trouver le bon compromis. Des fois, on va avoir des éléments qui marchent pas ensemble, et il y a peut-être une façon de faire fonctionner les deux ensemble. Il faut l'identifier en amont. En guise de conclusion, tu parlais plusieurs fois de l'aspect humain, de la conduite du changement, des freins potentiels. Est-ce que justement tu peux développer un petit peu cette perspective, pas simplement d'un changement d'un outil pour suivre la stratégie de l'entreprise, mais comment justement l'adhésion du projet est extrêmement importante au sein d'une entreprise ou d'une organisation d'ailleurs. Oui, complètement. Euh, En fait, souvent c'est pris sous la casquette, voilà, ce changement de solution IT, c'est vu très technique. Alors évidemment, il y a un gros aspect technique, mais
Mais il y a un énorme aspect humain parce qu'il faut déjà définir le besoin. Donc ça, c'est de l'humain, souvent. Faut également recéter, valider, tester, ces besoins. Donc ça, c'est des hommes qui font ces tests-là. Euh, il y a, il y a également, des fois, on va être obligé d'arbitrer. En fait, il y a des délais à tenir, euh, des engagements sur certaines parties. Donc, il y a des choix qui sont faits et il faut pouvoir les justifier, les expliquer en tout cas, les expliquer aux équipes. Et donc ça, c'est hyper humain. Et ce qui est important souvent, c'est que ce soit vraiment que ce soit les key users ou les PMO ou les chefs de projet, il faut que ce soit souvent des leaders. Donc, c'est des personnes justement qui sont capables ensuite euh, de retransmettre les éléments, d'écouter également les remontées d'informations de leurs collègues, mais de pouvoir les expliquer et de pouvoir en fait aider à cette transition. Évidemment, l'être humain en général aime bien quand c'est un peu plus quotidien. Et là, quand on est dans un projet ERP, c'est très perturbant. On amène beaucoup de changements et les changements amènent du stress, de la peur. Euh, et c'est là où l'écoute, l'échange permet de réduire ce stress, permet voilà, d'engager tout le monde dans ce changement. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais on a quand même couvert la partie objet technique que peut être un cahier des charges. On a couvert la partie fonctionnelle aussi, la partie stratégique. Je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. Merci beaucoup Christophe pour cet échange. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux saisir comment conduire sereinement un projet informatique. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de le partager autour de vous, de laisser un avis sur votre plateforme préférée. Et enfin, on vous donne rendez-vous le 23 novembre à Station AF à Paris pour l'Accelor Open Summit. C'est le rendez-vous de l'écosystème Accelor pour une journée de conférences et d'ateliers autour du low-code, de la souveraineté numérique, mais aussi des dernières innovations. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Accelor Open Summit. À très bientôt pour le prochain épisode.